Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de confiance. Alors, confiance dans les banques et confiance dans les autorités monétaires. Alors, je vais commencer par les autorités monétaires parce que c'est le plus simple à comprendre. Pour les banques, ça va être un petit peu plus technique. Je vais être obligé d'expliquer plus longuement la problématique. Alors, pour les autorités monétaires, c'est très simple. Une monnaie, c'est un contrat de confiance entre les autorités monétaires qui ont créé et qui émettent et qui gèrent cette monnaie et les gens qui l'utilisent, entreprises, particuliers, etc., etc. Donc, en fait, quel est le degré de confiance qu'on peut avoir dans une monnaie? Eh ben, ça dépend de chacun d'entre nous. Bon, évidemment, on n'a pas le choix. Quand on vit, par exemple, en France, on est obligé d'utiliser de l'euro, même si on peut regretter le franc et la souveraineté et l'indépendance qu'il offrait aux autorités françaises. Bon, maintenant c'est plus le cas, donc on n'a pas le choix, on est obligé de gérer, de posséder des euros et d'utiliser des euros, mais évidemment cela ne va pas sans risque. Et le risque principal de l'euro aujourd'hui, c'est notamment, et vous l'avez entendu, la possible dégradation de la note française. Donc on a vu que Fitch, par un effet magique, a dégradé sans dégrader. C'est très bien expliqué par la dernière vidéo de Marc Toiti, qui explique qu'en fait, la note française n'a pas changé, c'est toujours double A moins, mais que dans leur note, et il faut lire le communiqué de Fitch, ils ont estimé que la France avait une note plus basse, elle méritait une note plus basse, A+, mais que pour des raisons, on va dire politiques, on peut pas baisser la note, donc on va la maintenir à A-, qui est un petit peu plus au-dessus. Bon, tout ça vous avez compris, la crédibilité des agences de notation c'est zéro, et donc on peut pas leur faire confiance, hein, encore une fois le mot confiance, donc il faut avoir une analyse personnelle. L'euro, pour moi, est une monnaie qui va être dévaluée par rapport au dollar. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'euro qui va perdre de sa valeur par rapport au dollar et peut arriver à parité d'ici quelques mois. Bon, ça peut aussi déboucher sur une crise de la zone euro et peut-être même une destruction de la monnaie, c'est-à-dire une disparition de l'euro. Je dis pas que ça va arriver demain, hein, mais ça peut être une hypothèse. Donc dans tous les cas de figure, il n'y a pas grand-chose à faire à notre niveau, au niveau des particuliers. Mais simplement, il faut avoir conscience que ça peut arriver. C'est pas une possibilité, c'est une probabilité. Donc ça peut arriver, ça arrivera probablement. C'est plus juste de dire ça. Ça arrivera probablement, mais peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, je n'en sais rien. Mais ça finira par arriver parce qu'il y a beaucoup trop de tensions entre l'Allemagne et les pays du Nord qui sont plus rigoureux, entre guillemets, hein, avec leurs finances publiques, et les pays moins rigoureux, comme par exemple la France. Et j'hésite à inclure dans les pays moins rigoureux l'Italie, l'Espagne et le Portugal, parce qu'en fait, ils empruntent à un taux moins élevé que la France. Sauf l'Italie, peut-être un petit peu plus, mais enfin, ça n'a aucune importance. Mais bon, c'est complètement fou. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc la recommandation, c'est de diversifier ses monnaies, avoir un peu de livres sterling, avoir un peu de francs suisses, avoir du dollar. Bon, certes. Mais qu'est-ce qu'on en fait après et sous quelle forme on peut les posséder? Ça, je le développerai dans une deuxième partie. Mais là, le problème de la zone euro, c'est que ça va aussi contaminer les banques. Alors, la confiance dans les banques. Le problème des banques, c'est qu'elles possèdent dans leurs réserves des obligations d'État, et notamment des obligations d'État, pour les banques françaises, des obligations d'État françaises. Donc, obligations françaises d'État, ou je sais pas, obligations de l'État français, peu importe. Le problème, c'est que ces obligations ont une valeur qui est probablement moins élevée. Il y a eu une sorte de dépréciation de la valeur des obligations dans les comptes des banques liées aux augmentations des taux d'intérêt. Alors, j'explique brièvement, j'espère que vous allez suivre.
Mais écoutez bien, c'est intéressant. Lorsque le taux d'intérêt augmente, le prix des obligations baisse. Et vice-versa. Quand les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations monte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez une obligation à 1%, et puis le taux monte à 5%. Donc les gens vont vendre leurs obligations à 1% pour acheter des obligations à 5% puisque ça rapporte plus. Donc l'obligation à 1% va baisser sur le marché, alors que l'obligation à 5% va augmenter puisque les gens vont chercher à en acheter. Donc c'est logique. Et de la même manière, si le taux passe de 5 à 3, les obligations à 5% vont augmenter et les obligations à 3%, elles vont baisser. Donc en fait, c'est un processus inverse. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis les banques détiennent dans leur compte des obligations qui sont dépréciées. Donc en fait, les réserves qu'elles possèdent, elles sont pas forcément vendables sur le marché au prix comptable, mais à un prix discounté. Donc en d'autres termes, si demain la banque a besoin de vendre ses réserves parce qu'il y a une possibilité de bank run ou alors tout simplement un problème de faillite ou un problème sur les marchés, la banque a investi sur des marchés très risqués et donc elle perd de l'argent. Donc dans ces cas-là, ça peut entraîner des faillites de banque. Alors pas de panique, ça c'est l'autre chose que je veux vous dire. Il y a effectivement une sauvegarde. En France, on a une garantie de 100 000 euros par compte, mais et par personne, je crois, si ma mémoire est bonne, oui. Donc en fait, pour les petits comptes, c'est pas un gros problème. Le seul problème, c'est comment vivre, parce que les banques, elles vont en cas de faillite, elles vont pas vous rendre la totalité de vos avoirs. Elles vont limiter à 30 ou 40 euros par semaine. C'est ce qui s'était passé en Grèce. Et n'oubliez pas que comptablement, un compte courant d'un particulier ou d'une entreprise, c'est une créance sur la banque. Donc c'est une dette pour la banque. Donc en fait, vous devenez créancier de la banque. À partir du moment où vous ouvrez un compte bancaire dans une banque, vous devenez créancier de la banque. Et vous n'avez pas de garantie particulière en tant que créancier. Votre garantie, c'est les réserves que possède la banque. Donc encore une fois, si les réserves sont dépréciées parce que les obligations, la valeur des obligations qu'elle possédait en portefeuille a baissé, votre garantie, elle s'effrite, donc elle est moins importante. Donc c'est pour ça que je dis, faites attention aux banques, sans paniquer. Gardez un œil sur la santé de votre banque, mettez-vous au courant. Les banques ont des obligations de transparence et d'information. Profitez-en, lisez ce que vous pouvez, comprenez ce que vous pouvez, mais surtout posez des questions à votre banquier, le cas échéant, et soyez très prudent sur le choix des banques. Ça, j'en parlerai après. Donc voilà, donc je vous ai mis le cadre principal. Maintenant, vous entendez ici ou là sur Internet des conseils pour mettre votre argent à l'étranger, pour protéger votre épargne, etc., etc. Alors, moi, je dis une seule chose, prudence. Soyez extrêmement prudent, ne tombez pas dans les pièges, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de bonimenteurs, les gens sont quelquefois naïfs ou imprudents, ou les deux d'ailleurs. Donc, faire très attention. On peut vous promettre des taux extraordinaires, des garanties extraordinaires. Méfiez-vous. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Donc, méfiez-vous. Alors, ce que je peux vous dire, si vous voulez mettre de l'argent à l'étranger, pas de problème. Vous pouvez. Il y a aucun obstacle légal. Vous allez de toute façon être obligé de le déclarer. De toute façon, si vous le déclarez pas, c'est la banque étrangère qui le déclarera. Ne vous inquiétez pas, il y a des accords entre les banques et les pays. Donc, si vous ne faites pas, la banque le déclarera de toute façon. Donc, le problème, c'est que si c'est pas déclaré spontanément, vous risquez d'avoir une petite pénalité, voire un petit contrôle fiscal
c'est jamais très agréable. Surtout dans un pays comme la France où il y a énormément de fonctionnaires par habitant, ce qui fait que bon, vous avez un flicage fiscal qui est énorme. Donc méfiez-vous, ne jouez pas à ça. Soyez intelligent, déclarez, faites les choses dans les règles et vous dormirez tranquille. Le problème d'une banque étrangère, c'est que il faut connaître, il faut les rencontrer, ou alors si vous avez connaissez des gens dans ce pays qui sont établis dans ce pays qui peuvent vous recommander, très bien. Si vous avez l'intention un jour de vous établir dans ce pays, évidemment, c'est beaucoup plus intelligent d'ouvrir un compte dans ce pays-là que dans un autre. D'ailleurs, à ce propos, je ferai une vidéo sur l'expatriation parce que c'est très intéressant là aussi. Mais il faut essayer d'avoir le maximum d'informations avant d'ouvrir un compte à l'étranger. Toujours, toujours, toujours s'informer, être prudent. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, si vous voulez pas prendre le risque, si vous pensez que c'est excessivement risqué ou vous ne connaissez personne ou vous n'avez pas de recommandations, etc. Dans ces cas-là, il y a une autre méthode qui consiste à diversifier ces banques. Au lieu d'être dans une seule banque, vous en utilisez 3, 4, 5 à des degrés différents. Caisse d'épargne, la Poste, une banque privée, une grande banque privée, une petite banque privée si vous en avez les moyens, bien sûr. Tout ça, c'est diversifié. Vous pouvez aussi placer de l'argent dans une société de bourse. Alors, il y a le choix aujourd'hui. Il y a, je ne vais pas donner de nom, mais vous avez un choix considérable de sociétés de bourse en ligne qui offrent des tarifs qui sont très compétitifs pour investir sur le marché des actions. Au lieu de passer par votre banque pour investir à la bourse, passez par une société de bourse. Quelquefois, il y a des sociétés de bourse qui vous offrent une carte de paiement. Donc, vous pouvez même en avoir plusieurs sociétés de bourse. Donc, vous pouvez sortir complètement du système bancaire pour ne travailler qu'avec des sociétés de bourse. C'est tout à fait possible. À partir du moment où vous avez la possibilité de faire des chèques, des virements ou des virements et ou une carte bancaire, une carte de paiement, vous n'avez pas besoin de banque. C'est aussi simple que ça. Mais là encore, il faut que chacun se pose la question, où est ma zone de confort? Il y a des gens qui n'aiment pas travailler seulement en ligne. Ils aiment bien avoir un guichet, aller voir Madame Michu, qui est votre agent bancaire depuis 20 ans ou 10 ans ou 15 ans, vous connaissez, etc. Bon, chacun fait selon sa zone de confort. J'aime bien cette expression parce que c'est exactement comme ça qu'il faut travailler. Dans la vie, il y a une relation de confiance qui s'établit avec quelqu'un, encore une fois confiance. Donc, si vous êtes très confortable et que vous avez confiance dans votre employé de banque que vous connaissez, il n'y a aucune raison d'aller chercher ailleurs. Voilà. Parce que vous allez être plus à l'aise. Maintenant, ça vous empêche pas d'ouvrir un compte dans une banque, dans une caisse d'épargne, à la Poste. Ça vous empêche pas de jouer à la bourse par l'intermédiaire d'une société de bourse. Mais bon, il faut pas couper les ponts avec les gens avec qui vous travaillez depuis des années sous prétexte que bon, on vous explique que les banques ont potentiellement un risque de faillite. Bon, ça c'est et ça je vais être très clair là-dessus. Hein. Ce que j'ai dit auparavant, c'est une probabilité, mais c'est un risque. Mais la vie est risquée aussi. Hein. Le fait de prendre la voiture tous les matins, ça peut être aussi un risque. Bon, donc c'est pour ça. Si vous pensez qu'à ça, vous vivez pas. Donc il faut aussi voilà, garder la tête froide et toujours prendre les choses de façon rationnelle. Alors, le deuxième point, le deuxième chapitre, c'est qu'est-ce qu'il faut, comment investir l'argent pour éviter justement les mauvaises surprises. Alors, je vais pas vous créer un portefeuille clé parce que c'est pas mon but dans cette vidéo. Et d'ailleurs, il y a des problèmes réglementaires liés à ça, donc je peux pas me permettre de le faire. Il faut que je garde, comment dire, un aspect déontologique.
mais simplement, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Et encore une fois, ça dépend de vos moyens, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre degré de risque. Est-ce que vous aimez prendre des risques? Est-ce que vous aimez la stabilité? Est-ce que vous avez un projet immobilier dans quelques mois ou dans quelques années? Est-ce que vous avez des enfants en bas âge? Est-ce que vous avez des enfants qui veulent s'installer? Bon, tout ça, c'est très particulier et personnel. Et bien sûr, dans le cadre de cette vidéo, je peux pas vous donner des conseils personnalisés. D'abord parce qu'encore une fois, c'est pas déontologique, c'est pas le but de la vidéo. Et puis aussi, tout ça c'est réglementé et donc je peux pas me permettre de le faire. Mais et aussi, ça dépend de votre situation personnelle que je ne peux pas connaître via cette vidéo, bien sûr. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. Plus vous allez investir sur des supports risqués, plus vous risquez de perdre de l'argent. Vous risquez d'en gagner beaucoup, mais vous risquez d'en perdre beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que, en fait, il faut savoir équilibrer les choses. Alors il y a un portefeuille qui est très peu volatile. Volatilité, c'est le degré de risque et le degré de variation des prix sur les supports. Par exemple, une action est beaucoup plus volatile qu'un livret A. Un livret A est très peu volatile. Bon, à moins que le gouvernement mette ses gros doigts dedans, ou alors qu'il y ait des changements réguliers de taux d'intérêt, mais même le capital, vous le perdrez pas. Alors que le capital, vous pouvez le perdre sur des actions. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ça. Donc, mais il y a un portefeuille qui est très stable, un quart en or, un quart en cash, c'est-à-dire SICAV monétaire pour les Français, ou Money Market Fund pour les anglo-saxons, un quart en actions et un quart en obligations. Alors là, obligations, alors je viens de vous expliquer que ça peut être variable et que bon, les obligations de l'État français sont pas très fiables, mais vous pouvez mettre des obligations à très court terme ou alors des obligations d'État qui sont bien gérées. La Suisse, Singapour, relativement la Chine, l'Inde, pardon. Donc c'est très important de faire des choix, mais encore une fois, si c'est dans des pays qui n'ont pas la même monnaie que la vôtre, c'est-à-dire dans d'autres monnaies que l'euro, pardon, vous allez prendre le risque, un risque de change. C'est-à-dire que si l'euro dévalue par rapport au dollar ou à une autre monnaie, vous risquez de perdre de l'argent. Alors vous allez en gagner dans la stabilité, les taux, mais vous allez en perdre dans le taux de change. Parce que si l'euro baisse par rapport au franc suisse fortement, vous allez perdre au taux de change. Vous allez perdre de l'argent. Donc faire très attention à ça aussi. Donc ça c'est le portefeuille le plus simple à mettre en place et qui a la moindre volatilité. Parce que si, par exemple, les actions montent énormément, bon, l'or va peut-être stagner, les obligations vont baisser, donc vous allez pouvoir le réajuster facilement et seulement quelques fois par an. Voilà, vous n'avez pas besoin de garder un œil constant sur ce genre de portefeuille. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de portefeuille à avoir. Maintenant, il y a d'autres. Alors si vous êtes très jeune, vous pouvez mettre beaucoup plus sur les actions, parce que vous allez rester investi sur une très longue période. Si vous êtes plus vieux, bah, il vaut mieux mettre en cash, un petit peu en or et en obligations. Mais là encore, il faut être très prudent avec les obligations. Si vous avez un goût du risque, vous pouvez mettre en partie dans les cryptos. Alors, j'en ai pas parlé, mais les cryptos, c'est intéressant dans la mesure où c'est quelque chose d'un peu difficile à appréhender, mais une fois que vous avez compris que en fait c'est pas vraiment un substitut à l'or. L'or ne rapporte rien. L'or est un conservateur de valeur. Donc vous achetez de l'or, alors or physique ou or virtuel. Bon, l'or physique, vous achetez des pièces ou des lingots et vous mettez ça chez vous ou dans un coffre dans une banque. Bon, bah vous prenez le risque soit que l'or soit saisi par le gouvernement, c'est déjà arrivé. Ou alors chez vous, vous prenez le risque
d'être cambriolé et donc de perdre cet investissement. Bon, l'or virtuel, bah vous achetez un ETF ou alors une SICAV or. Bon, là c'est moins risqué, mais là encore vous pouvez vous le faire saisir par un État extrêmement en difficulté. Ça peut arriver, ça existe. Mais bon, d'un autre côté, vous ne possédez pas d'or physique chez vous, donc ça pose moindre risque en cas de cambriolage. Bon, donc voilà. Donc c'est là encore, je peux pas vous donner c'est à vous de voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Mais les cryptos, l'avantage, c'est que je vais vous donner les inconvénients très vite après. Vous allez voir, c'est pas idéal. L'avantage, c'est que c'est un refuge aussi. Ça peut servir aussi comme de l'or, c'est-à-dire que ça peut être une conservation de valeur. Mais entre guillemets, mais le problème, c'est que c'est très volatile. Donc vous allez acheter du Bitcoin à 30 000, ça va monter à 60 000, puis ça va redescendre à 40 000. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 25 000. Et puis après, ça peut remonter. Donc c'est absolument instable, très volatile. Donc c'est ça le problème des cryptos. Maintenant, il faut pas mettre tout en crypto, bien sûr, mais si vous avez les moyens et si vous pouvez mettre un tout petit peu, vous mettez ça sur un compte et encore une fois, si vous pouvez utiliser les cryptos comme moyen de paiement, pas directement, mais par exemple, il y a des sociétés qui vous offrent une carte de paiement avec les cryptos. Et il transforme automatiquement vos cryptos en dollars, en euros, etc. Donc quand vous payez, c'est automatiquement converti. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être aussi une solution. Notamment si les banques bloquent tout, par exemple, vous avez la possibilité avec des cryptos de payer en euros. Donc avec votre carte de paiement, vous allez au supermarché, vous pouvez payer, par exemple. Donc ça peut être un substitut temporaire. Et limité bien sûr à au nombre de cryptos que vous avez acheté, bien sûr. Et au prix d'échange du crypto, de la conversion du crypto en dollars, en euros, etc. Donc voilà les supports. Les actions, moi je pense que sur le long terme c'est bien. C'est toujours bien, mais sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il faut pas compter là-dessus pour vivre. Non, pas du tout. Il faut investir ça sur le long terme. Alors, les solutions. Alors, j'en ai donné pas mal déjà, mais la principale solution qu'il faut, c'est une solution personnalisée et personnelle. Donc, c'est quelque chose que personne ne peut prendre c'est la solution. Il n'y a que vous qui puissiez la créer. Et je pense que c'est très important de comprendre que vous êtes les seules personnes à pouvoir répondre à toutes vos questions. Je suis désolé, c'est pas du tout comment dire une blague, c'est réel. C'est-à-dire que à croire que quelqu'un, un gourou ou quelqu'un d'autre va pouvoir vous donner des solutions à vos problèmes, c'est une erreur. Vous avez les clés. Maintenant, il faut vous faire une éducation. Donc, il faut savoir ce que c'est qu'une obligation, il faut savoir ce que c'est qu'une action, il faut savoir ce que c'est que de l'or, des cryptos, du cash. Mais à partir du moment où vous connaissez les principes et que vous connaissez les limites, les avantages et les inconvénients, vous avez les clés pour faire, pour créer une solution personnalisée pour vous-même. Une personne tiers ne va pas forcément avoir votre intérêt à cœur. Donc c'est pour ça que je dis éduquer. Il faut vous éduquer. Il faut avoir une bonne connaissance. Je dis pas être un expert parce que ça sert à rien, mais avoir une bonne connaissance de tous les supports et de savoir et de connaître vos objectifs à court, moyen et long terme. Et à partir du moment où vous possédez toutes ces informations, vous pouvez faire des choix. Il n'y aura pas de choix idéal, mais il y aura votre choix. C'est vous qui décidez. C'est vous qui prendrez la décision.
Alors évidemment, il n'y a pas de choix définitif, on peut changer, hein, bien sûr. Mais au moins, il faut faire un choix. Il faut que et ce choix ne peut être que personnel, ne peut émaner que de vous. Je ne peux pas dire autrement. Alors je sais que c'est facile, c'est une pirouette pour dire voilà, démerdez-vous. Oui, non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est prenez-vous en main, prenez en main vos finances, prenez en main, faites-vous des plans, réfléchissez, ne vous précipitez pas, ne vous faites pas avoir par des offres alléchantes, parce que ça, vous allez en avoir plein, par email, par téléphone. Méfiez-vous, soyez super prudents, je vous en supplie. C'est très important. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité, parlez-en en famille, faites des réunions familiales, faites en sorte que une décision soit prise collégialement en famille, parce que ça c'est très important. Quelqu'un peut avoir une idée. Si vous avez des enfants qui sont des ados ou alors des jeunes adultes, pourquoi pas, demandez-leur leur avis. Peut-être qu'ils ont une bonne idée. Peut-être pas d'ailleurs, mais bon, on sait jamais. Faut jamais sous-estimer la capacité qu'ont les gens à générer des idées, des solutions, des suggestions. Voilà. Donc ça, c'est évident. Mais méfiez-vous des tiers qui ont un intérêt dans la vente de tel ou tel produit. Très très important. C'est pour ça que je vous ai pas donné de nom, j'ai pas donné de nom de banque, j'ai pas donné de nom de société de bourse ou d'intermédiaire pour la crypto, tout ça. C'est à vous de faire des recherches et c'est à vous de déterminer ce qui marche le mieux pour vous. Voilà. Donc il faut regarder les frais, il faut regarder les garanties, il faut regarder la facilité de les contacter, parce que si c'est pour prendre une société de bourse en Estonie où les contacts sont qu'en anglais par exemple, et que vous ne parlez pas un mot d'anglais, c'est pas la peine, pas la peine. C'est ridicule. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, c'est pas la peine. Je suis désolé. Prenez des gens qui parlent votre langue, prenez des gens qui sont comment dire, qui sont recommandés ou reconnus par l'autorité des marchés, par exemple, ou par le Trésor ou l'autorité qui contrôle les banques, des choses comme ça. Ne prenez pas des gens qui sont immatriculés dans des pays exotiques, même si c'est l'Union européenne. Méfiez-vous, parce que les réglementations nationales sont pas les mêmes. Donc, j'ai rien contre l'Estonie, hein, je vous donne juste ça comme exemple. Hein. Mais bon, ça peut être Malte, ça peut être Chypre, ça peut être le Luxembourg, ça peut être n'importe quoi. Voilà, donc faites très attention. Voilà, donc c'est ça mes recommandations, mais bon, gardez en tête qu'il y a des mouvements économiques qui sont en train de se mettre en place, qui peuvent être dangereux, qui peuvent mettre en danger votre épargne, qui peuvent mettre en danger vos finances. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester extrêmement prudent et informé, éduqué et informé, ou informé et éduqué. L'un ne va pas sans l'autre en fait, je pense. Donc c'est pour ça, je vous ai donné des noms dans une vidéo précédente, je vous ai donné des noms d'économistes qui donnent des petits conseils, qui sont fiables, suivez-les. Quelquefois, il y a beaucoup de banques ou de sociétés de bourse qui ont une page éducative. Bah, profitez-en, c'est gratuit. Lisez, écoutez les vidéos. Même s'ils ont quelque chose à vendre, mais oui, bon, ils ont toujours quelque chose à vendre. Mais au moins, ils vont vous donner des informations. Qu'est-ce qu'un ETF, un ETF par exemple? Qu'est-ce qu'une SICAV? Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement? Les avantages, les inconvénients. Voilà, comment choisir? Vous avez par exemple 50 millions de consommateurs en France, je suis sûr, ils font des dossiers spéciaux là-dessus. Profitez-en. Vous avez le magazine Investir, vous avez le magazine Le Revenu. Vous avez des tas de sources d'informations gratuites ou payantes qui vous permettent de faire un choix, de vous éduquer. Bon, je connais pas tout bien sûr, mais faites usage
de toute source légitime pour vous faire une éducation et pour vous informer en même temps. Voilà, ça c'est mes recommandations. Mais surtout, pas de panique, gardez la tête froide et prenez votre temps avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Bon courage et j'espère à très bientôt.